Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief hebdomadaire, hein, comme ça y est, on a définitivement repris. Bah oui, c'est fait. Voilà, exactement, on est définitivement rentré. Avant de vous parler de cette formidable nomination de Michel Barnier à Matignon qu'on a apprise hier, on voulait vous montrer un petit truc. Je m'approche de la caméra. C'est le dernier numéro de la revue Regard qu'on vient de recevoir. On l'a reçu cette semaine. Nous aussi, on a eu notre petit Noël en avance, hein, comme le veut Maduro. Au Venezuela. Au Venezuela. Maduro qui a avancé Noël au 1er octobre. Nous, on a avancé Noël au 1er septembre. Exactement. Et donc, du coup, on a reçu notre petit cadeau. Donc, c'est un numéro très politique, hein, où on parle énormément, on donne la parole à tout plein de gens. Yann Brossa, Saïd Bouamama, Alain Berthaud, Sylvain Bourmois, Alain Grèche, Karima Deli, etc. Vous pouvez le commander au numéro, soit vous abonner, soit le commander au numéro sur le site de Regard, et je mettrai un petit lien en dessous de cette vidéo. Michel Barnier, très important Michel Barnier. Pas l'actrice, hein. Non, pas l'actrice. Non, pas Michel Bernier, mais Michel Barnier. Oui, pardon. Il y a une petite différence. D'ailleurs, j'aurais sûrement préféré que ça soit elle, mais enfin. On aurait plus rigolé. On aurait beaucoup plus rigolé. Parce qu'elle n'est pas très drôle. Hein. Non. Même si hier, il a fait beaucoup de blagues qui ont été beaucoup commentées sur les plateaux de télé et à la radio. Je tiens, il a fait 3 blagues en 15 minutes qui n'étaient pas drôles et tout le monde en fait tout un pataquès. Parce que tout le monde sait qu'il est chiant. Voilà, exactement. Et tout le monde essaye de se rassurer en disant « Ah, il fait des blagues, en fait. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire ce débrief en 2 temps. D'abord, un petit temps voilà, sur qui c'est Michel Barnier, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Macron a fait ce choix-là. Mais bon, ça, tout le monde l'a un peu fait. Mais on se posera surtout la question de savoir quelles conséquences ça a à gauche. Et aussi... pourquoi est-ce qu'on en est arrivé en fait à cette situation-là? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup reproché à gauche, c'est « Ah ben vous n'avez pas voulu de Bernard Cazeneuve, et ben voilà, vous vous tapez Michel Barnier. » Bon, on reviendra sur cette affirmation qui est fausse. Qui se discutera, qu'on va discuter. Exactement. Donc d'abord Michel Barnier, alors c'est étonnant, enfin c'est un choix étonnant et pas étonnant, il a 73 ans, il est rentré en politique en 78 où il est devenu député de Savoie. C'est un homme, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, c'est un vieux sage, vraiment, c'est un homme de consensus, ça c'était dans Le Monde. Moi je pense surtout que c'est un homme labile, versatile et changeant, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de portraits sur la longueur. Il a quand même eu, sur des sujets très importants, on va dire, assez contradictoires. Il a été il a porté la question écologique en tant que ministre. Hein. Il a notamment, on lui doit, hein, et c'est important, le principe de précaution, une opposition assez farouche à certains grands projets au nom de la défense de la nature en tant que ministre. Il s'est battu pour la construction européenne, dont il a été partie prenante dans les années 2000, avec notamment, je l'ai entendu faire des plaidoyers pour l'immigration en disant que le problème de l'Europe c'était l'accueil, etc. Donc un discours qui était tout à fait digne et intéressant. Et puis, en 2021, il s'est présenté à la primaire des Républicains pour la présidentielle. Et où il a perdu, il est arrivé 3e avec un peu plus de 20%. Et alors là, il a complètement viré sa cutie, au point que d'ailleurs ses anciens collaborateurs disent avoir eu du mal à comprendre ce revirement, ce retournement de veste, parce qu'il est devenu extrêmement ferme vis-à-vis de l'immigration. Il a dit pendant 3 à 5 ans, il faut un moratoire, c'est-à-dire qu'on arrête toute l'immigration, à part les réfugiés et les étudiants, mais on arrête toute immigration autre que ça, et à la fin on fait un référendum pour savoir qu'on remet tout à plat. Sur les questions de sécurité, il est devenu hyper ferme. Il a même fait des propositions qui allaient à l'encontre de certaines dispositions du droit international et de la Constitution. Et du droit européen. Et du droit européen, exactement. Alors qu'avant, il était très européiste. Enfin, je veux dire, j'avoue que c'était assez incompréhensible par rapport à son positionnement précédent, à ses prises de position précédentes. Du coup, moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de savoir vraiment ce que pense Michel Barnier. Ça a l'air d'être un type
qui va là où le vent le porte, là où il imagine que c'est mieux pour faire sa carrière. À ce moment-là, il devait imaginer que pour être président de la République, enfin pour gagner genre le vote des adhérents LR, il fallait tenir ce discours-là. Donc ce type n'a pas vraiment, je pense, de colonne vertébrale politique très ancrée, et c'est peut-être pour ça que Emmanuel Macron l'a choisi, et c'est ce qu'on dit dans la newsletter du jour. Il est le représentant d'un barycentre de l'Assemblée nationale qui est très à droite, en gros qui est entre l'extrême droite et la droite, puisqu'il a la validation de Marine Le Pen qui a dit qu'elle ne déclencherait pas une censure, elle ne voterait pas une motion de censure a priori avant son discours de politique générale. Elle écouterait ce qu'il a à dire sur les questions qui lui sont importantes, c'est-à-dire la sécurité et l'immigration et le pouvoir d'achat. Et donc... Et la proportionnelle. Et la proportionnelle, exactement. On va voir s'il remplit tous les points et dans quelle mesure. Donc il est à cet endroit-là, Michel Barnier, validé, porté par Laurent Wauquiez, qui en a dressé un panégyrique hier absolument merveilleux en disant que c'était vraiment un homme incroyable, blablabla. Bon, on va voir ce qu'il a à proposer, comment est-ce qu'il va faire son gouvernement, mais il y a très peu de chances pour qu'il y ait des surprises. Genre, on s'attend à un truc qui soit validable non censurable par l'extrême droite. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de LFI. Il n'y aura pas de ministre LFI. Non, il n'y aura pas. Voilà, scoop. Non, mais ça sera c'est ça la force, c'est que ça sera à la fois dans la continuité de ce que propose Emmanuel Macron depuis 7 ans et de ce qu'a proposé Gabriel Attal depuis 8 mois. D'ailleurs, Gabriel Attal n'a pas manqué de lui dire « c'est sur ton bureau, c'est sur votre bureau, c'est sur votre bureau, j'ai laissé les dossiers sur le bureau » dans son discours de passation de pouvoir, ce qui était quand même assez, j'ai trouvé, arrogant comme façon de faire. Donc dans la continuité et en même temps avec la validation tacite de l'extrême droite. Donc je sais pas, c'est pour moi la continuation de la mise au point maintenant perpétuelle depuis 7 ans du glissement vers l'extrême droite. Non, je pense qu'on peut de plus en plus l'affirmer clairement du macronisme. Bon, moi je ne vais pas rajouter beaucoup de choses sur ce que tu viens de dire, si ce n'est rappeler qu'il est un libéral économique, qu'il est un conservateur sur le plan des mœurs. Je suis surpris que tu ne l'aies pas redit, mais enfin bon, il s'est rendu célèbre parce qu'il fait partie des 155 députés qui n'ont pas voté pour la dépénalisation de l'homosexualité, quand l'homosexualité était encore interdite et pénalement répréhensible. Lui, il a trouvé que c'était une bonne idée de continuer comme ça en 1981. Qu'ensuite il s'est opposé au remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné des marqueurs de ce qui est probablement son fond culturel profond. D'ailleurs, enfin, je veux dire, comme monsieur, on voit bien que c'est pas un fun, quoi. C'est pas quelqu'un ni d'extrêmement moderne, ni enfin voilà, il est un peu ancré dans un autre référent culturel et social. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en effet, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais en tout état de cause, pour ce qui est de la résistance aux idées d'extrême droite, on repassera. Parce qu'en effet, son évolution politique stupéfiante en 2021, c'était quand Ciotti dominait et faisait la pression sur la primaire des LR. Et que donc, on avait vu même la Miss Pécresse partir de ce côté-là, et lui, il en a fait de même. Et on a vu où ça a conduit tout ça, et Ciotti, Wauquiez et le reste. Donc, ça d'ailleurs, son bras droit dans la primaire de 2021, c'était Nadine Morano. Ah bah déjà, ouais, donc il avait choisi déjà un bras droit qui, avant même que Ciotti exerce sa pression, il avait déjà sans doute humé l'air du temps, ou en tout cas ce qu'il se disait des militants LR qui allaient désigner leurs candidats comme des gens à droite, très à droite, et c'est ça qu'il a choisi. Donc pour ce qui est de la résistance aux idées de l'extrême droite, je ne suis pas trop sûre qu'il faille compter sur ce monsieur. Enfin, qu'est-ce qu'on va avoir comme gouvernement ? Ça semble relativement clair qu'on va avoir des macroniens de droite. Ils étaient déjà pleins dans le précédent gouvernement. Et Catherine Vautrin, et Rachida Dati, et Le Maire, et Darmanin, etc., etc. Donc tous ces gens-là, je pense qu'ils ont mérité de rester. Et on aura des LR en plus, en renfort.
Donc c'est un gouvernement vraiment de droite, avec une droite très conservatrice et classique d'une part, et une droite qui s'est voulue plus libérale du côté d'Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron incarne maintenant assez clairement une position de droite, enfin encore que j'allais dire, c'était en tout cas ça qu'il a voulu incarner, une droite moins conservatrice, plus... C'est pas qu'il est moins conservateur, c'est qu'il est plus branché sur son temps. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est plutôt que comme Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'ils vont y humer les enjeux de l'époque, certainement bien mieux que notre Premier ministre, qui doit être un peu confit dans d'autres problématiques et d'autres temps. Voilà, donc ils sont, voilà, cette droite qui se veut plus branchée, plus start-upeuse et compagnie, va se retrouver en alliance avec une droite, je sais pas, c'est François Fillon sans les costards, quoi, pour moi, ce mec. Hein. Il est à peu près de cette acabit-là. François Fillon qui faisait partie des députés, des 155 députés aussi. Ah oui, bon voilà, ça m'étonne pas, tu vois, c'est... Alors, Mais Jacques Toubon aussi. Et il a bien évolué. Oui, non, mais voilà. Le seul truc, c'est que lui, il nous a jamais dit comment il avait évolué. On peut faire des conneries, mais pour dire qu'on les a... Enfin, pour revenir dessus, il faut assumer et comprendre pourquoi on l'a fait. Ça vaut pour plein de questions et pour plein d'époques historiques. Pour plein de personnages. Pour plein de personnes, voilà. Tant que on peut changer, mais quand on change, on travaille sur le changement. Voilà. Bon, bref, ce n'est pas le cas. Passons à la gauche. Dernier petit point, si, quand même un dernier truc, ce que tout le monde a relevé, et j'ai vu l'édito du Monde de dire encore ce matin, c'est que Michel Barnier fait partie des Républicains, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas participé au front républicain contre le Rassemblement national. C'est-à-dire que dans le genre des supercheries qui viennent de se produire, non seulement le nouveau Front populaire n'a pas été nommé, appelé à former un gouvernement et à défendre son projet devant l'Assemblée, mais en plus on appelle un type qui fait partie d'une formation politique qui n'a pas participé à ce qui nous a quand même sauvé la mise le 7 juillet, c'est-à-dire barrer la route au Front National. Donc ça fait quand même beaucoup à avaler, je trouve, pour, tu vois, pour des âmes sensibles comme nous. Hein. Sachant qu'ils n'ont pas participé au Front républicain, en revanche, ils en ont bénéficié. Oui. Puisque sur les 47 députés du LR, donc c'est quand même des plus petites formations de l'Assemblée nationale, et ils réussissent à avoir un Premier ministre. Oui, mais ça c'est pas hyper gênant. Ça c'est pas ça le point. C'est leur miracle de Lourdes du jeudi. Mais sur les 47, il y en a une trentaine qui a bénéficié d'un retrait d'un candidat du nouveau Front populaire. Ça, je ne savais pas le truc. C'est quand même, voilà, c'est quand même particulier. Ils doivent une fière chandelle quand même à ce nouveau Front populaire duquel ils disent pique-pende en permanence, quoi. C'est... Voilà. Je tenais à le noter. Bon, passons maintenant à la gauche, justement, au nouveau Front populaire. Lorsqu'on écoute... Dans quelle situation on se trouve là? Oui, exactement. Alors d'abord, peut-être tirer un bref bilan de ce qui s'est passé depuis le 7 juillet dernier, depuis le deuxième tour des élections législatives. En gros, le nouveau Front populaire a eu une stratégie unilatérale qui a été de dire c'est Lucie Castet ou rien. Voilà. Genre, c'est ça, le mot d'ordre global, ce qui était répété, seriné à l'envi dans tous les médias, dans toutes les réunions. Alors, il y a eu, en gros, tout le monde a tenu ce mot d'ordre. Il y a eu quelques petites... à un moment, ça a un peu crispé au niveau du Parti socialiste, notamment parce que une partie du Parti socialiste minoritaire a dit, attendez, faut peut-être qu'on fasse autrement, faut peut-être qu'on trouve une autre personnalité, faut peut-être qu'on se détache de la France insoumise, puisque c'est la France insoumise le problème. Et si Bernard Cazeneuve, comme ça a été proposé par... c'était une rumeur, par Emmanuel Macron, et si c'était ça la solution, etc., pour que quand même ça soit quelqu'un de gauche, sinon ça va être la droite, ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a toute ces réflexions stratégiques, et la question c'est, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui
d'ailleurs je te pose la question, que c'était une bonne stratégie. Tu vois, que de dire Lucie Castet, Lucie Castet, Lucie Castet, Lucie Castet. Hier, je te donne là un reproche que moi j'avais pas vu, enfin qui a été fait, qui m'a été fait, hein, comme si j'étais le nouveau Front Populaire, mais bon bref, peu importe. Non, c'est même pas vrai. C'est pas vrai. Par Bruno Jeudi. Bruno Jeudi, donc de la tribune du dimanche. Qui lui n'est pas du nouveau Front Populaire, on peut le dire. Il m'a dit, mais tu te rends compte, comment t'expliques que Lucie Castet ne soit jamais allée voir les responsables macronistes pour essayer de réfléchir à constituer une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Il a trouvé ça scandaleux en fait qu'il n'y ait jamais eu de relation entre eux deux. Voilà, ça c'est un de ces arguments qui relève en fait d'une autre stratégie qui n'a pas été celle du nouveau Front Populaire. En fait, c'est une discussion que nous avons eue déjà avant les vacances et que tu as repris la dernière fois, c'est-à-dire que la stratégie qui a été d'être le nouveau Front Populaire uni sur un programme, uni sur un nom, était une manière de mener le rapport de force avec Emmanuel Macron qui se faisait quand même vraiment prier pour respecter les principes des institutions françaises, et d'ailleurs il ne les a pas respectés, c'est-à-dire d'appeler le premier groupe à l'Assemblée à former un gouvernement, à charge pour lui de montrer qu'il est capable de gouverner. Donc il y avait cette question du rapport de force avec le président de la République, de porter l'espérance des gens qui avaient voté pour le nouveau Front Populaire. Et puis le troisième élément qui n'est pas négligeable, c'est que je pense que c'était la condition pour maintenir le nouveau Front Populaire solide, c'est-à-dire uni. Et moi, je pense que dans cette conception du nouveau Front Populaire, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, on ne joue pas assez sur... on ne comprend pas, on n'intègre pas et on ne tire pas parti de la variété et des formations politiques et du nouveau Front Populaire. C'est-à-dire qu'en fait, les quatre forces politiques se sont efforcées de ne parler d'une seule voix, de parler d'une seule voix tout le temps, et que dès qu'il y avait dissonance, ça devenait un problème. Par ailleurs, elles n'ont parlé que sur le plan des chefs de parti. C'est-à-dire que ce qu'était le nouveau Front Populaire a été largement passé sous la table, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas stricto sensu dans ces partis-là. Alors, parmi les politiques, François Ruffin s'en est plaint et on comprend pourquoi, mais parmi tous ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, qui peuvent être des militants politiques, ou qui sont des militants associatifs, ou qui sont des militants syndicaux, ou qui sont des militants de rien du tout, mais des gens qui se sont sentis portés par le nouveau Front Populaire. Donc ça, je pense que c'est un problème structurel. C'est-à-dire que là, il faut que le nouveau Front Populaire ne reproduise pas ce qui s'est passé avec la NUPES, moi qui me semble être vraiment un problème, c'est-à-dire de ne pas penser l'articulation entre l'unité et les différences. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette expression-là, d'abord intellectuellement c'est très pauvre, et politiquement ça ne marche pas. Parce que du coup ça donne le sentiment qu'il n'y a qu'une voix qui parle, et en plus la voix la plus forte, c'est-à-dire celle de la LFI. Et la LFI est tout à fait légitime et elle a raison de donner son point de vue et de le faire entendre. Elle pense d'une certaine manière, mais la gauche, ce n'est pas que la France insoumise et d'autres voix doivent pouvoir s'exprimer de façon plus nette et plus cohérente avec leur histoire sans que ce soit une offense au nouveau Front Populaire. Et pour moi, ça me paraît être, si on ne fait pas ça, je crains qu'on revienne aux fragilités mais éventuellement même aggravé par rapport à la NUPES. La NUPES, c'était vraiment un cartel de groupes à l'Assemblée, et là on a l'impression que c'est un cartel à peine de partis, mais un cartel de dirigeants de partis qui se mettent d'accord. Donc le nouveau Front Populaire, c'était plus que ça, et ça ne peut être que plus que ça. C'est cette tension entre la diversité de la gauche et cette unité. Et ça a fait que, par exemple, en effet, on prend Lucie Castet. Alors, tu vois, dans ta newsletter, tu écris, Pablo, ce matin, que l'avantage de Michel Barnier, c'est qu'il n'est pas imprésidentiable. L'avantage de Lucie Castet, c'est qu'elle n'est dans aucun parti. Et que d'une certaine manière, c'était bien les chefs de parti qui avaient entièrement le pouvoir. Et Lucie Castet n'est pas spontanément légitime pour prendre rendez-vous avec les autres formations politiques, donc d'une certaine manière en prenant une technocrate inconnue sans passé politique, même si elle est une militante de l'association Sauvons nos services publics, c'est ça? Non, c'est pas Nos services publics. Nos services publics.
Même si elle est une femme, ça ne note rien à son caractère estimable. C'est une femme engagée, c'est une femme qui a des compétences, etc. Mais elle n'est pas, à elle toute seule, capable, susceptible d'embarquer la totalité de la gauche et d'aller débloquer une situation politique. Et justement, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, ce que n'a pas réussi à faire la gauche dans son ensemble, c'est créer une dynamique qui dépasse strictement les partis politiques et qui soit susceptible d'obliger Macron à nommer la candidate, en l'occurrence, du nouveau Front populaire. Dès l'après 7 juillet, d'une part, je note que, parce que ça a été un peu une surprise vraiment totale, qu'il n'y a pas eu énormément de monde dans les rues ni de la capitale, ni de nulle part, au moment de la victoire du nouveau Front populaire le 7 juillet, comme ça a pu être le cas, je sais pas moi, en 97, même au moment de François Hollande, ou bien sûr en 1980, où il y avait vraiment beaucoup de monde dans la rue en disant on a gagné, enfin, etc. Là, il n'y avait pas grand monde, premièrement. Il n'y a pas eu quasiment, je suis impossible. Il y a eu, si, moi j'y suis allé, on était 3 pelés, mais j'étais là. D'accord. Moi j'étais en 2005, on était aussi 4 pelés. Voilà. Et derrière, après le non-référendum. Ouais. Et derrière, il n'y a pas eu de volonté de la part de absolument personne de créer un mouvement en fait populaire, comme tu dis, qui irrigue ou plutôt qui naisse de plein d'endroits différents de la société, syndicats, associations, etc. Et en plus de ça, et c'est là où Emmanuel Macron a été malin, c'est qu'en fait, il a joué la montre, c'est-à-dire qu'il a attendu que tu vois, moi je me souviens, les premiers jours, on était sur les plateaux de télé et les éditorialistes disaient oui, le nouveau Front populaire a gagné. Et y compris les gens de droite disaient oui, ils ont gagné, le nouveau Front populaire a gagné. Et ça s'est très très vite tari, en fait, cette dynamique, elle s'est effacée. Et elle s'est d'autant plus effacée qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Alors là, ça a foutu tout par terre. C'est-à-dire que impossibilité de penser à autre chose qu'aux Jeux Olympiques. Et moi, j'en suis très heureux, j'ai adoré, j'ai regardé tous les Jeux Olympiques et je regarde encore les Paralympiques cette semaine. Tu es même allé au Stade de France. Dimanche, c'était trop bien par les Paralympiques. Ces gens sont des héros et je suis ébahi. Donc tout ça, est vraiment impossibilité en fait de faire naître une dynamique dans le pays. C'est ce qu'essaye de faire la France Insoumise avec sa manifestation de demain, parce que là on est vendredi, donc samedi 7 septembre, de recréer quelque chose dans la France. Alors bon, eux ils essayent toujours de le faire avec les organisations de jeunesse, pourquoi pas, j'espère que ça va marcher. Des organisations de jeunesse, ouais, qui ont créé, embarquent, oui, voilà. Des organisations de jeunesse créées par l'AFI. Ils ont pas vraiment la CGT, etc. Il y a quelques unions départementales qui viennent, mais voilà, on sent pas en fait qu'il y a vraiment aujourd'hui une dynamique, mais peut-être que je me trompe, peut-être que demain, va y avoir des millions de gens dans la rue, et on sent pas non plus, tu vois, la façon dont ça se passe dans les entreprises. Je lisais, hier j'étais sur le site de la CGT et j'essayais de regarder où est-ce qu'il y avait des grèves et des mobilisations là dans la rentrée, et en fait il y en a quelques-unes bien sûr qui le font pour des problèmes de salaire ou de conditions de travail, etc. Mais il n'y a pas vraiment, tu vois, de gens qui se disent bon bah maintenant on va foutre les usines en grève et les entreprises en grève à l'arrêt parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer et on peut obtenir quelque chose. Enfin, il y a cet objectif-là, il est en dehors de la portée des travailleurs et des travailleuses. Enfin, personne ne le pense en ces termes-là parce que, et tu l'as très bien dit, il n'y a plus d'articulation. Il n'y a pas d'articulation en fait entre ce que pourrait proposer le nouveau Front populaire et ce qui se passe dans l'usine ou ce qui se passe dans la vie des gens, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut reconstruire, c'est ça qu'il faut travailler à reconstruire, parce que c'est aussi ça qui nous sortira de ces conneries de calculs arithmétiques qui sont sans arrêt posés par les commentateurs politiques, où ils disent ah ben voilà, il y a 3 blocs, alors on peut rien faire. Enfin, et d'ailleurs, y compris il y a des gens de gauche qui pensent comme ça, 3 blocs, alors t'es bloqué. Bah non, et en fait, il y a des dynamiques. Au moment de la réforme des retraites, quand tu prenais le calcul arithmétique, ils avaient une majorité pour faire passer leur réforme des retraites. Ah, mais il s'est passé un truc, il s'est passé une mobilisation, il s'est passé une dynamique, et derrière, ils n'avaient plus de majorité pour faire passer la réforme des retraites. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut
créer. C'est ça, c'est là qu'il faut les mettre au pied du mur. Mais pour subsumer en fait ces trois blocs avec une dynamique progressiste et de gauche, il faut que ça parte en dehors de l'Assemblée nationale et pas juste se concentrer sur ce qui se passe au Palais Bourbon, moi qui m'intéresse vraiment de plus en plus moyennement. Moi, j'ajouterais deux, trois petites choses. La première, c'est que concernant Cazeneuve, évidemment, il y avait un gros problème avec Cazeneuve. Je veux dire, comme Michel Barnier, dont on disait tout à l'heure qu'il il a bénéficié du Front républicain alors qu'il n'en faisait pas partie, et que le nom de Bernard Cazeneuve n'a été sur la place, sur la table, pardon, que parce que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Or, il n'a pas soutenu le nouveau Front populaire. Donc, il y avait quelque chose quand même qui était un peu dysfonctionnant dans cette affaire de nouveau Front populaire, d'avancer le nom de Bernard Cazeneuve alors qu'il n'était pas soutien du nouveau Front populaire. Ça ne veut pas dire que ça n'en fait pas un homme de gauche, hein, je ne délire pas sur ce terrain-là. Ça veut dire que la gauche, elle est plurielle et que y a une partie du Parti socialiste qui a compris que s'ils ne se réaxaient pas sur la gauche, ils étaient morts et à enterrer. Tous ne font pas cette analyse-là. Donc, et enfin, même ceux qui font cette analyse-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont allés au bout du raisonnement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une réponse de gauche quand on est socialiste. Et j'en veux pour preuve que, puisqu'on reparle de la réforme des retraites, c'est que, au fond, la réforme conduite par Touraine sous le mandat de François Hollande n'a jamais été remise en cause, contestée par les socialistes. Or, c'est bien elle qui concrètement crée le maximum de problèmes en allongeant le nombre de trimestres de cotisation, plus encore que la question de l'âge pivot. Je referme la réforme des retraites, puisqu'on a déjà eu ces débats, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, le Parti socialiste a compris que politiquement, il devait se retrouver à gauche, mais il n'en a pas complètement la pensée, la proposition en interne. Raphaël Glucksmann a réussi à sortir son épingle du jeu, d'autant plus qu'il était essentiellement question dans son discours des questions internationales. Et sur le reste, c'était moins précis et moins clair. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, concernant l'état d'esprit dans lequel on se trouve, moi, je pense que beaucoup de... Enfin, alors là, évidemment, on va y avoir des sondages, il va y avoir des études d'opinion, etc., qui vont nous aider à mieux le comprendre. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amertume, certainement, chez les gens qui se sont mobilisés pour faire barrage au Front National et qui l'ont fait avec le nouveau Front populaire. C'est-à-dire que quand même, cette dynamique, on sait que la force motrice, ça a été le nouveau Front populaire et que donc il y a des centaines de milliers, des millions de gens qui se sont mis en mouvement et qui aujourd'hui se sentent vraiment déconsidérés. Je pense que ça abîme profondément la démocratie et que ce que je crois, moi, c'est que après l'événement de 2005, l'épisode de 2005 dont on continue de parler aujourd'hui comme de quelque chose d'extrêmement grave, comme atteinte à la démocratie et que les gens vivent mal parce qu'ils ont voté contre quelque chose qu'on leur a imposé quand même, là, il y a quelque chose qui est un peu du même ordre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron dissout parce qu'il en a envie, parce qu'il le vaut bien et que c'est lui seul qui en décide. Et qu'ensuite il ne tient pas compte du résultat, ou qu'en tout cas il en tient compte d'une manière qui n'a rien d'évident et rien de naturel, encore une fois, il nomme quelqu'un qui vient pas du Front républicain. Dernier tout petit point aussi concernant, tout le monde dit, mais finalement, ce n'est pas quelqu'un de gauche parce que il y a trois blocs. Ce que tu viens de rappeler sur l'histoire des trois blocs, c'est quand même dédouaner assez largement le groupe macroniste, c'est-à-dire le bloc central, parce qu'au fond, une solution de gauche était possible. De la même manière qu'aujourd'hui, on demande à Marine Le Pen d'avoir la gentillesse de ne pas faire tomber le gouvernement, on pouvait demander aux macronistes d'avoir la gentillesse de ne pas faire tomber un gouvernement de gauche avec lequel ils étaient alliés dans le Front républicain et qui avait gagné l'élection à la suite de la dissolution voulue par leur cher président de la République. Donc cette exigence, enfin cette espèce de banalité, tu vois, qui est ah bah oui, bah c'est comme ça, c'est normal que Marine Le Pen elle décide parce qu'il y a trois blocs et que donc les trois s'opposent. Ben oui, mais je m'excuse, la gauche pouvait gouverner et le bloc central qui était allié et responsable de cette situation pouvait décider de lui donner la chance de gouverner, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc ils sont absolument responsables de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire d'avoir un Premier ministre qui est sous la coupe de Marine Le Pen et idéologiquement et pratiquement. Marine Le Pen,
elle soutiendra tant que ça l'intéressera. Et ça l'intéressera tant qu'elle n'aura pas remis un peu de l'ordre dans son parti, remis un peu de l'ordre dans son programme, puisqu'on a vu que c'était un peu bizarre, qu'elle disait des choses et contradictoires. Donc je pense qu'ils vont remettre tout ça au carré. Il leur faut combien? 6 mois, 9 mois? Enfin, quand ils seront prêts, ils déclencheront, évidemment. Et évidemment qu'ils déclencheront une dissolution, une nouvelle, une censure, probablement qu'on va réenclencher et espérer arriver à une élection présidentielle anticipée, parce que Macron, si ça repart en cacahuète, il y a un moment, il sera obligé de rebattre complètement les cartes. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'on n'en a pas dit, mais parce que c'est un mini-événement dont on a un peu rien à foutre, nous, ici, mais la candidature d'Édouard Philippe me semble tout à fait normale, parce que l'élection présidentielle, maintenant, à partir de maintenant, c'est possible très rapidement, d'autant que ce qu'a fait Emmanuel Macron en dissolvant de par surprise, c'était aussi pour empêcher les oppositions de s'organiser. Donc Marine Le Pen peut dire « bon ben moi je suis prête, les autres sont pas prêts, on y va ». C'est-à-dire qu'elle peut essayer d'avoir, elle a le tempo entre ses mains. Et que donc Édouard Philippe essaye de ne pas se faire doubler sur le plan du tempo. Et Jean-Luc Mélenchon, alors lui ça fait depuis 2022 qu'il se prépare à être candidat en 2027, mais si c'est 2025, ça lui va aussi. En tout cas, il se prépare, il a repris position hier soir, je l'ai vu, quand il a pris position sur Michel Barnier, il intervient et il a les deux logos comme ça, bien à gauche et à droite du nouveau Front Populaire. C'est-à-dire qu'il intervient comme le leader du nouveau Front Populaire, et évidemment que Jean-Luc Mélenchon se prépare à l'élection présidentielle et que Jean-Philippe Tanguy, hier matin sur France Inter, l'a dit de manière tout à fait claire. À propos d'Édouard Philippe, il a dit « ce mec n'existe pas, c'était Alain Juppé en moins bien. Notre adversaire, ce sera Jean-Luc Mélenchon ». C'est-à-dire que vraiment, du côté de chez Le Pen, on s'attend à un face-à-face Mélenchon-Le Pen. Bon, ça serait bien que si c'est ça qui se produise, on ne le perde pas. Donc il faut que soit Mélenchon il décide d'arrêter de cliver et d'être plus détesté que Marine Le Pen et le France Insoumise plus inquiétante que le Rassemblement National, parce qu'on peut dire que tout ça c'est que des sondages, mais néanmoins à la fin au bout du bout ça crée quand même quelques problèmes. Ou alors que la gauche décide de trouver une autre solution. Mais si c'est la solution, c'est Jean-Luc Mélenchon, ça ne peut pas être en l'état la solution, c'est clair. Ça, c'est absolument clair. J'ai une dernière question pour toi, puisque c'est hier Christophe Barbier qui m'a avancé ça plusieurs fois. En fait, il revenait toujours à la charge avec genre le même argument. Il retournait la responsabilité et il disait non, si tout est dans les mains du nouveau Front Populaire, parce que s'il y a une motion de censure, c'est le nouveau Front Populaire qui actionne la bombe, qui place la bombe, et c'est Marine Le Pen qui vient appuyer sur le bouton. Mais comme le nouveau Front Populaire ne votera jamais une motion de censure qui est déposée par le Rassemblement National, ça veut dire que, en fait, c'est le nouveau Front Populaire qui a une partie qui tient en fait dans sa main la possibilité de censurer ou non le gouvernement, et pas le Rassemblement National. Lui, c'est comme ça qu'il voyait, qu'il retournait la responsabilité, tu vois, et qui disait, bah du coup, il y a une alliance de fait entre le Rassemblement National. Il disait, c'est une bombe rouge-brune. Non, ça c'est ridicule, mais il n'a pas tort. C'est vrai que la gauche ne vote pas les motions de censure déposées par le Rassemblement National. En revanche, Marine Le Pen avait voté la motion de censure qui a failli passer à 9 voix au moment de la réforme des retraites. Donc c'est tout à fait vrai que si la gauche, mais la gauche ne va pas s'interdire de censurer une politique de droite, parce que Marine Le Pen pourrait le voter aussi. Marine Le Pen ne le votera que parce que ça l'arrange de provoquer une crise politique qui la mettrait en scène. Si ça l'arrange, ça veut dire que ça ne nous arrange pas nous, enfin ça n'arrange pas la gauche. Ça ne peut pas arranger tout le monde. Je suis d'accord, et c'est pour ça que l'analyse que fait Jean-Luc Mélenchon actuellement, c'est il faut se préparer de toute urgence, je suis le mieux placé, et donc on s'organise comme ça. Voilà, c'est-à-dire que lui, depuis cet été, on en a déjà parlé dans le débrief de la semaine dernière, il a donné un interview à un journal italien dans lequel il dit, en 2027, non, il dit la prochaine élection présidentielle, ça sera mon programme contre celui de Marine Le Pen. Donc il ne fait pas mystère de ses intentions d'être candidat, et son analyse, c'est que c'est lui
qui va au bout du bout l'emporter, sachant qu'il compte bien sur le fait que la détestation de Marine Le Pen fait que la gauche se rassemblera derrière lui au premier tour et qu'au deuxième tour, c'est lui qui l'emportera. C'est un calcul qui n'est pas absurde, mais en l'état, voilà, mais qui en l'état n'est pas vrai. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en l'état, ce n'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon a trop clivé, beaucoup trop clivé, y compris au sein de la gauche, pour pouvoir faire ce pari comme ça. C'est pour ça que l'idée que Clémentine Autain ou François Ruffin, qui viennent également de ce courant d'une gauche bien conséquente, se préparent également, ça me paraît une bonne idée. Parce que soit Mélenchon, il change de point de vue, soit ça sera quelqu'un d'autre. Il faudra que ce soit quelqu'un d'autre. Et on verra les modalités de ce choix de ce quelqu'un d'autre ou quelqu'une autre. Oui, tu as reçu Rémi Lefebvre cette semaine. J'ai reçu Rémi Lefebvre cette semaine qui propose une primaire. Bon, moi je suis pas convaincu, mais bon. Il faut avoir une autre idée. Il faut avoir une autre idée et c'est compliqué d'avoir des idées en la matière. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.